de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Emmanuel Macron veut croire qu'un accord sur le Brexit est en train d'être finalisé. C'est ce qu'il a déclaré hier soir. Un sommet européen se tient aujourd'hui. On en parle avec le président de la Commission des Affaires européennes au Sénat, le sénateur Jean Bizet. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis toute la semaine, vous l'avez vu, nous sommes en Saône-et-Loire pour parler des problématiques des départements. Aujourd'hui, nous verrons que le département de la Saône-et-Loire trouve des solutions pour lutter contre les déserts médicaux. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons entre autres de la colère des élus locaux. Le congrès des départements de France s'ouvre ce matin à Bourges. Les départements qui protestent contre la réforme de la fiscalité locale. Nous serons en direct de Bourges avec le président du conseil départemental du Cher, Michel Autissier. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 17 octobre. Le débat sur l'interdiction du voile s'est invité au Sénat hier. Durant la séance de questions d'actualité au gouvernement, Édouard Philippe s'est opposé à une nouvelle loi. Il y a plus important à faire dans la lutte contre le communautarisme, a-t-il dit. Emmanuel Macron, qui était lui à Toulouse avec Angela Merkel, a appelé à ne pas stigmatiser les musulmans, dénonçant un raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme et islam. L'attaque turque en Syrie au menu du Conseil européen qui se tient aujourd'hui, une attaque qui pose la question de l'évasion des djihadistes. Jean-Yves Le Drian se rend en Irak pour discuter de la création dans ce pays d'un dispositif international pour juger les djihadistes du groupe État islamique. Et puis le Sénat a créé une commission spéciale chargée d'examiner la PMA pour toutes. La commission est composée de 37 membres représentant tous les groupes du Sénat. La mesure est contenue dans la loi bioéthique, un texte qui sera examiné au Sénat en janvier. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de la Manche, membre des Républicains et préside donc la Commission des Affaires européennes du Sénat. Bonjour Jean Bizet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Actualité européenne chargée. Un sommet européen se tient aujourd'hui. On va parler du Brexit dans quelques instants. Mais d'abord, cette attaque turque en Syrie sera au menu forcément de ce Conseil européen. Qu'est-ce que vous attendez des 27 sur ce sujet ? Un peu plus de fermeté. Un peu plus de fermeté à l'adresse d'un pays qui fut hier, parce qu'on ne sait plus très bien aujourd'hui, un candidat à l'intégration de l'Union européenne, un pays qui est membre de l'OTAN, un pays avec lequel nous avons un contrat, je dirais, économique approfondi, et un pays qui, de toute façon, s'éloigne de plus en plus des valeurs européennes. Donc, beaucoup de fermeté, un pays qui occupe toujours un des États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire Chypre, et un pays qui, je dirais, quotidiennement entraîne des provocations dans les forages, je dirais, en mer, au large des côtes chypriotes. Donc tout cela est inacceptable, il faut parler de plus en plus fort et il ne faut pas hésiter non plus à aller carrément des sanctions. Des sanctions, c'est-à-dire des sanctions économiques Des sanctions économiques. Vous êtes favorable à des sanctions économiques ? Absolument. Je pense que tout pendant que ces pays n'auront pas compris que l'Europe, elle peut être aimable, mais elle peut être aussi excessivement sévère. Je crois qu'il faut qu'on passe à la deuxième phase, la sévérité. C'est-à-dire la deuxième phase, vous attendez de la fermeté, mais pour le moment, on a de la fermeté dans les mots, mais on n'a pas de fermeté dans les actes. Est-ce que l'Europe est capable de faire des actes de ferme ? Il le faudrait, ce serait souhaitable. Les deux ADN de l'Europe, c'est la sécurité et la prospérité. On ne peut pas, je dirais, continuer comme ça avec un voisin aussi irrationnel et peu fiable. Est-ce que ça ne révèle pas quand même l'impuissance de l'Union européenne à agir, cette crise turque ? Ce n'est pas facile, si vous voulez, parce que nous ne sommes pas une structure fédérale. Donc nous sommes obligés de, je dirais, composer avec les différentes sensibilités des 27, 28 États membres. Mais chacun comprendra qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et M. Erdogan, auquel on a beaucoup donné, doit bien comprendre que la menace, je dirais, sur le dossier migratoire, en tenant le robinet ouvert ou fermé en fonction de, je dirais, de ses états d'âme,
ce n'est plus concevable aujourd'hui. Est-ce que ça pose aussi, cette attaque turque en Syrie, la question des États-Unis, de la fiabilité des États-Unis dans la lutte contre l'État islamique? Est-ce que pour vous, ils sont encore un allié fiable dans cette lutte? Non, ils ne sont plus un allié fiable, pardon. Et j'en suis le premier désolé en tant qu'élu de Normandie, si vous voulez, car je n'oublie pas, il y a 75 ans, ce qu'ont fait les jeunes enfants d'Amérique. Ils sont venus nous libérer. Aujourd'hui, M. Trump est irrationnel, irrespectueux, et la fiabilité de la parole de l'Amérique n'a plus de prix, de poids. Et je pense qu'on le paiera, ils le paieront très cher demain. C'est-à-dire clairement? Eh bien, tout simplement, c'est qu'un certain nombre de pays risquent de leur tourner le dos. Et d'où la pertinence et la nécessité, et Dieu sait si le chemin à parcourir est énorme, de mettre en place, parce que sur le papier, c'est parfait, cette politique européenne de la défense. J'en ai parlé récemment avec le meilleur spécialiste européen, qui est le français Arnaud Danjean. Il faut véritablement qu'on passe à des phases opérationnelles de mise en œuvre de cette Europe de la défense. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont d'ailleurs parlé hier à Toulouse. Absolument. Ça vous semble en bonne voie? Oui, même si c'est pas facile avec nos amis allemands, pour la bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas la même culture en la matière et que la Bundeswehr est sous tutelle, si je puis dire, du Bundesrat. C'est pas tout à fait pareil. Cette attaque turque en Syrie, elle pose la question évidemment des djihadistes. Est-ce que pour vous, la sécurité de la France est clairement menacée aujourd'hui? Oui, absolument. Absolument, parce que nos alliés de l'époque, pour lesquels on a toujours le plus profond respect, à savoir les Kurdes, parce que ce sont des combattants extrêmement, je dirais, énergiques, eh bien, ils ont gardé un certain nombre de ressortissants djihadistes, parmi lesquels 300 ou 400 Français. Il est bien évident que ces hommes ou ces femmes lâchés dans la nature sont autant, je dirais, de terroristes potentiels qui peuvent venir sur le territoire européen. Mais attention, que M. Trump ne s'y trompe pas. Ils peuvent fort bien, je dirais, aller au-delà de l'Atlantique. On l'a vu il y a quelques décennies. Donc c'est une menace pour les États-Unis aussi. C'est une menace très, très, très claire aussi pour les États-Unis. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, se rend en Irak pour étudier les conditions d'un traitement judiciaire de ces djihadistes. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous avec ces djihadistes? Les djihadistes ont fait le choix, si je puis dire, de la négation des valeurs humaines, ont fait le choix de lutter contre les valeurs européennes. Ils sont allés là-bas. Ils doivent rester là-bas, y être condamnés sous toutes les formes que cela peut, je dirais, comporter, y compris dans ces pays où il y a la peine de mort. Je ne suis absolument pas ému si de telles décisions doivent être prises à l'encontre de ces gens-là. Y compris à l'encontre de Français. Y compris à l'encontre de Français. Eh bien, votre position est claire. On va parler de l'autre sujet qui sera au menu de ce Conseil européen, c'est le Brexit. Le Sénat a rendu un rapport sur les conséquences du Brexit. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Alexandre Poussat. Bonjour Alexandre. Bonjour Ariane, bonjour Jean Bizet. Alors, le groupe de suivi du Brexit a donc rendu un rapport cette semaine et on peut dire qu'il n'est pas très optimiste, ce rapport. Et non, avec un titre de ce rapport qui veut tout dire. Un Brexit sans accord serait un désastre. Alors après 3 ans de travail, les sénateurs estiment que ce divorce entre Britanniques et Européens aura de lourdes conséquences, notamment dans le domaine de l'économie. Regardez, ce Brexit va entraîner la remise en cause de 700 accords de libre-échange. La perte de richesse pour la France chaque année sera de 7,7 milliards d'euros et 40 milliards d'euros de pertes pour l'Union européenne. Alors des secteurs sont en grand danger, notamment la pêche et puis notamment pour les pêcheurs français du Pas-de-Calais. Écoutez le sénateur du Pas-de-Calais sur ce point, Jean-Pierre Corbizet. Depuis 50 ans, les zones de pêche sont partagées et donc la flotte anglaise étant petite, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de flottilles françaises et belges dans les eaux territoriales anglaises, sachant que par exemple 70% de l'activité de la pêche de Boulogne-sur-Mer se fait en Angleterre. Certains marins pêcheurs du port d'Étaples font 100% de leur activité en zone de pêche anglaise et dans le sens inverse, 50% de la pêche anglaise est transformée dans le port industriel de Boulogne-sur-Mer. Donc en cas de mise en place de tarifs douaniers ou avec un Brexit dur, ça pourrait impacter jusqu'à 30% de l'activité industrielle du port de Boulogne-sur-Mer.
Alors un impact économique, mais également des conséquences pour les citoyens qui ne pourront plus circuler librement des deux côtés de la Manche. Les sénateurs parlent même dans leur rapport de prise d'otage des citoyens, car il y a 1,2 million de Britanniques qui travaillent dans un autre État membre de l'Union européenne, et puis 3,8 millions d'Européens qui travaillent au Royaume-Uni et qui devront obtenir un statut de résident permanent au Royaume-Uni, un statut qui coûte 1 600 € par personne. Imaginez le coût pour toute une famille. Alors au final, les sénateurs estiment que ce Brexit sera un processus perdant-perdant. Merci beaucoup Alex. Jean Bizet, qu'on soit bien clair, qu'il y ait un accord ou pas, pour vous le Brexit est un désastre? C'est un désastre, c'est une faute géostratégique majeure au moment où le monde est rentré en turbulence économique, entre les deux grands, les États-Unis et la Chine. L'Europe, qui avait patiemment construit au fil des ans le premier marché économique mondial, ne trouve rien de mieux au travers d'un de ses partenaires les plus importants, l'Angleterre, je dirais, de se diviser. Alors il est bien évident que s'il y a un accord, ce sera moins dramatique que s'il n'y en a pas. Oui, ça changera quand même les choses. Ça changera bien évidemment les choses. Mais je trouve ça dommage que pour régler un problème de politique intérieure, c'est comme ça que David Cameron a engagé le référendum, eh bien, le gouvernement britannique, le peuple britannique, d'abord a voté à partir de mensonges qui ont été habilement distillés par M. Boris Johnson. Eh bien, la Grande-Bretagne a pris l'ensemble de l'Europe en otage. Hier, Emmanuel Macron, hier soir, s'est dit optimiste sur le fait qu'un accord semblait être en voie de finalisation. Vous partagez son optimisme? Il y a une certaine évolution. Nous avons refait le point avec Michel Barnier récemment et le président Cambon. Récemment, c'est quand? Je dirais avant-hier. Mais effectivement, ça va très vite, toutes les heures, ça change. Ceci étant, il y a eu quelques avancées en ce qui concerne le backstop, les contrôles, un double contrôle et douanier et réglementaire, je dirais, en mer, pour être plus imagé, mais c'est-à-dire au niveau des ports, entre l'Ulster et puis la Grande-Bretagne. Mais faisons très attention, nous sommes focalisés sur le backstop, c'est extrêmement important d'abord pour la sécurité des Irlandais, pour éviter la résurgence de troubles, je dirais, comme on avait connu il y a une trentaine d'années, qui ont fait quand même plusieurs milliers de morts. C'est la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Absolument. Mais attention de ne pas être essentiellement focalisé sur ce point et d'oublier la déclaration politique, je dirais, d'ensemble, qui prévoit, si je puis dire, une harmonisation entre les normes européennes et les normes d'un pays tiers, que sera devenue la Grande-Bretagne, dans l'accord de libre-échange futur. Pour le moment, dans le rapport, vous avez salué le travail de Michel Barnier, Absolument. Qui a réussi à préserver l'unité de l'Union européenne. Vous dites, est-ce que pour vous, ce Brexit peut mettre à mal l'unité de l'Union européenne? Eh bien, jusqu'à maintenant, c'est assez sympathique d'ailleurs. Ça a provoqué une certaine unité, prise de conscience que le premier marché économique mondial était une propriété collective des 27. Donc ça a plutôt, je dirais, réunifié les 27. Par contre, je dirais, le chemin n'est pas terminé. Et encore une fois, sur cet accord, je dirais, de libre-échange futur, sur cette déclaration politique, il faudrait que cette unité perdure. Et là, je ne voudrais pas imaginer que certains États, que je ne citerai pas, pourraient trouver que tout compte fait, ça suffit comme ça. Mais vous avez un doute sur le fait que cette unité perdure quand même? Et on fera, et je sais, j'ai toute confiance en Michel Barnier et son équipe pour que justement cette unité perdure. Pour les conséquences de ce Brexit en France, ça fait aussi bien sûr partie de votre rapport. Vous dites que le Brexit sera destructeur de richesses. Vous citez ce chiffre qu'Alexandre Poussard a rappelé, 7,7 milliards par an. Est-ce que vous dites que les Français sont perdants quoi qu'il arrive avec ce Brexit? Oui, ils sont perdants. Nous sommes tous perdants. D'abord, en premier, les Britanniques. Et puis, si vous voulez, souvenez-vous, quand le tunnel sous la Manche, une infrastructure assez exceptionnelle, a été mis en œuvre, il a généré, au travers du concept de juste à temps, toute la filière, je dirais, automobile britannique. Parce que on sait très bien que sous Madame Thatcher, si vous voulez, il y a eu un certain dumping, je dirais, fiscal, social à l'époque.
Et ça a attiré un certain nombre, je dirais, de constructeurs automobiles à assembler, je dirais, des chaînes automobiles sur le territoire britannique. Et ce n'était possible que parce qu'il y avait une fourniture en juste à temps des 30 000 pièces, paraît-il, c'est la moyenne, constitutive d'une automobile. À partir du moment où il y a le moindre friction de quelques minutes ou de quelques secondes sur ce transit, vous aurez une optimisation de la chaîne de fabrication qui sera fragilisée. Et donc, nous venons parallèlement d'avoir un accord de libre-échange Union européenne et Japon. Ça mettra les voitures japonaises, je dirais, moins chères à l'autre bout du monde que les voitures fabriquées en Angleterre à partir d'ingrédients européens. Juste un mot pour finir sur ce sujet. Le sommet européen a donc lieu cet après-midi et demain. Est-ce que pour vous, ce sera le dernier avant le Brexit ou est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau sommet d'ici le 31 octobre ? Il n'est pas impossible qu'il soit nécessaire qu'il y ait, sous une dizaine de jours, un autre sommet nécessaire. Mais ça c'est classique, ça fait partie, si je puis dire, du mode de fonctionnement de l'Union européenne. C'est noté. On va passer à un autre sujet. On va passer à la PQR, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale. Tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Jean Bizet, aujourd'hui, direction Nancy. Retrouvez nos partenaires de l'Est républicain. Bonjour Philippe Rivet, vous êtes journaliste à l'Est républicain. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un tout autre sujet. Vous allez nous parler restauration scolaire. Est-ce que vous nous entendez bien, Philippe Rivet ? Oui, oui, je vous entends bien. Donc vous allez nous parler cantine scolaire. C'est la une de l'Est républicain. Cantine plus bio, plus locale. Voilà, absolument. C'est ce qui est ressorti des premiers états généraux de la restauration collective du Grand Est, organisés hier à Nancy par le Conseil régional. Aujourd'hui, dans les cantines, que ce soit dans les cantines municipales, dans les cantines avec une délégation de service public, donc avec un prestataire, dans les cantines des collèges, dans les cantines des lycées, la principale préoccupation, c'est d'offrir la qualité en jouant aussi la carte de la proximité avec des circuits courts, des circuits bio. C'est très difficile à organiser parce qu'il n'y a pas encore de véritable filière agricole qui se prépare aux circuits courts. C'est en bonne voie et il y a un objectif qui est quand même fixé dans la loi Egalim, c'est qu'en 2022, que les cantines puissent offrir au moins 50% de produits issus du local et une bonne partie issue du bio. Parce qu'il faut le dire, Philippe Rivet, hein, ces menus de cantine, c'est un enjeu de société. C'est un enjeu de société en termes de qualité, de lutte contre les déchets, de lutte contre le gâchis, et aussi pour accueillir tous les enfants, au maximum d'enfants qui souhaitent manger à la cantine, et notamment les familles les plus modestes. C'était moins abordé hier, mais c'est une dimension qui est souvent traitée, savoir le coût résiduel qui reste aux familles. À Nancy et dans le département, il y a des cantines à 1 € le repas, voire moins, puisque le département de Moselle envisage de descendre en dessous d'1 €, donc autour d'1 €, ce qui permet à des enfants de milieux très défavorisés de bénéficier au moins d'un repas par jour et d'un repas de qualité. Merci beaucoup. Merci Philippe Rivet d'avoir été en direct avec nous depuis Nancy. Et donc, cantine plus bio, plus locale, c'est à lire aujourd'hui dans l'Est républicain. Après l'Est républicain, on va maintenant regarder la revue de presse de votre département de la Manche. Jean Bizet, c'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on va commencer avec Ouest France. Et oui, Ouest France qui revient sur le Brexit qui concerne votre région Normandie, Jean Bizet. Et pour Ouest France, ce divorce annoncé entre les Britanniques et les Européens eh bien, est comme une série télé avec ses mensonges, ses cachotteries, ses rebondissements à gogo. Et puis aujourd'hui et demain, eh bien, les 27 États membres vont tenter de trouver une happy end à cette série, à ce feuilleton. Et on suivra tout ça. Paris-Normandie revient, lui, sur l'incendie de l'usine de Lubrizol et sur les analyses anormales des pompiers qui sont intervenus sur le site. Et oui, des pompiers inquiets après des analyses anormales. C'est une information qui avait été révélée hier par le journal Le Monde. Alors, la préfecture a tenté de réagir. Et quand on lit la double page de Paris-Normandie consacrée à ce sujet, eh bien, ces analyses sur les sapeurs-pompiers ne sont pas si inquiétantes que ça, car elles correspondraient à un état de santé des pompiers antérieure à l'événement, à l'incendie de l'usine Lubrizol. Et puis quand on écoute précisément les informations qui sont données par le préfet, eh bien sur les 357 prélèvements et comptes rendus d'examen effectués, il y a 6 bilans qui peuvent être anormaux sur certains items, selon le préfet Pierre-André Durand.
Et puis, toujours dans cette affaire, notez que les produits agricoles qui ont été analysés et testés ont été jugés conformes à la réglementation, selon le préfet. Et enfin, que les 160 fûts endommagés qui sont toujours dans l'usine Lubrizol vont être évacués mardi prochain. Et on termine enfin, Alex, avec la presse de la Manche. Et oui, la presse de la Manche qui consacre sa une à l'allaitement, car cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Alors à Cherbourg-et-Valognes, le centre hospitalier public du Cotentin a décidé de faire toute une semaine d'information des parents sur les bienfaits, les qualités nutritives de l'allaitement maternel. Et les parents peuvent même réserver des consultations pour être mieux orientés dans leur choix. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure. Jean Bizet, peut-être une réaction sur cet incendie de l'usine Lubrizol. Ça fait maintenant 3 semaines qu'il a eu lieu. Est-ce que vous partagez vous aussi l'inquiétude toujours vive sur place? Oui, bien sûr. Bien sûr, ceci étant, attention à ces emballements médiatiques, si vous voulez, principe de précaution oblige. Je crois que nous vivons dans un pays qui est particulièrement attentif à la santé, qu'elle soit je dirais, humaine ou animale. Ceci pose malgré tout sur ce genre, je dirais, d'établissement, la nécessaire, je dirais, cohabitation entre des zones urbanisées, peut-être qu'il l'était sans doute beaucoup moins lorsqu'il y a eu l'installation de cette usine, et puis des installations de ces vaisseaux. Pour moi, je pense qu'il faudrait revoir cela et éloigner ce genre d'usine des zones pavillonnaires. Ce n'est plus concevable aujourd'hui. On va passer à un autre sujet, Jean Bizet, c'est le congrès des départements de France. Il s'ouvre aujourd'hui à Bourges ce matin. On va tout de suite retrouver sur place Pierre-Henri Gergonne. Bonjour Pierre-Henri, vous allez suivre pour nous pendant 2 jours ce congrès à Bourges. Et c'est un congrès qui débute dans un contexte de tension entre les départements et l'exécutif. C'est en particulier, Oriane, un congrès où on va parler budget, on va parler gros sous. Et pour cause, la loi de finances qui est actuellement en discussion au Parlement, eh bien, elle jette à bas l'architecture traditionnelle, j'allais dire l'architecture historique des finances des départements. En effet, depuis des années et des années maintenant, c'est la taxe foncière du foncier bâti qui alimentait les caisses. Mais vous le savez, du fait de la disparition programmée de la taxe d'habitation, eh bien, tout va changer. Les cartes sont rebattues, c'est-à-dire que la taxe foncière va désormais alimenter les caisses des communes, les départements récupérant en principe une part équivalente de TVA. Et les sommes ne sont pas négligeables puisqu'on frôle, voire on dépasse les 15 milliards d'euros. Alors, inutile de vous dire que cette réforme des finances locales reste en travers de la gorge des élus départementaux, et ceci pour au moins 2 raisons. La première, c'est que cette réforme réduit considérablement ce qu'on appelle l'autonomie fiscale des collectivités locales, c'est-à-dire leur capacité à jouer sur les impôts locaux pour répondre aux besoins des territoires. Ensuite, il y a une deuxième raison. Il faut bien comprendre que la plupart, c'est-à-dire plus de la moitié des dépenses des départements sont des dépenses sociales. Là encore, c'est des milliards et des milliards. Or, sur ces dépenses sociales, les départements n'ont pas forcément la main. Je vais prendre 3 exemples. Le RSA, par exemple, qu'ils doivent verser, eh bien, ce n'est pas les départements qui fixent ni le montant du RSA, ni le nombre de bénéficiaires. Deuxième exemple, l'allocation pour les personnes âgées, qui fixe un certain taux pour aider les personnes âgées. Eh bien, les départements ne fixent pas, évidemment, le taux de vieillissement des populations sur leur territoire. Troisième point, on en parlera beaucoup à ce congrès de Bourges, ce fameux problème des mineurs non accompagnés. Là encore, ce n'est pas le département qui fixe leur nombre, et il faut noter, et c'est tout à fait remarquable, que ce nombre de mineurs non accompagnés étrangers ne cesse d'augmenter ces dernières années. Autant vous dire que c'est là où le bât blesse, une réforme fiscale qui redistribue complètement des cartes des départements face à des contraintes de dépenses que ne maîtrisent pas forcément ces mêmes départements. C'est toute l'équation de ce congrès de Bourges, une équation, vous l'avez compris, Oriane, où se nichent pas mal d'inconnus. Oui, on va suivre tout ça avec vous, Pierre-Henri, puisque vous serez en direct à partir de 11h pour nous faire vivre, bien sûr, en direct ce congrès de Bourges. 11h notamment, débat de politique générale avec le président du Sénat, Gérard Larcher, Pierre-Henri. Absolument, à partir de 11h. D'ailleurs, nous serons en direct pour suivre cette première discussion
très politique du 89e Congrès des départements de France. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure et on vous retrouve bien sûr demain dans la matinale. Jean Bizet, est-ce que vous comprenez cette colère des départements, notamment sur ce sujet de la réforme de la fiscalité locale? Absolument, absolument, mais malheureusement, ce sujet n'est pas nouveau. Au fil du temps, on a bien vu soit des transferts de compétences non accompagnés des transferts budgétaires nécessaires pour les exercer, et puis, je dirais, une décision unilatérale des gouvernements successifs, et celui-ci encore plus, si vous voulez, d'imposer, je dirais, certaines décisions, notamment financières, à des départements qui sont littéralement étranglés par le poids des charges sociales qu'ils ne maîtrisent absolument pas. On avait l'impression qu'il y avait un tournant dans les relations entre exécutifs et élus locaux. Finalement, vous dites que non, rien n'a changé depuis le début du quinquennat? Non, non, absolument pas. Je crois même sur ce plan-là qu'il s'est, je dirais qu'il s'est amplifié tout simplement parce que l'équation budgétaire est difficile. On a bien vu depuis, entre guillemets, l'affaire des Gilets jaunes, 17 à 18 milliards, je dirais, de dépenses supplémentaires, et bien que compte tenu des niveau de taux d'emprunt, pratiquement aujourd'hui négatif, que le gouvernement a fait le choix de laisser filer, je dirais, l'autorité budgétaire auquel il doit souscrire pour ne pas avoir de soucis, je dirais, relationnels avec une frange de la population française. Mais nos marges de manœuvre sont de plus en plus étroites, on commence à le voir en commission des finances, et le jour où, parce que le jour arrivera où il y a une remontée des taux, je ne sais pas comment on fera, ça explosera. Un mot pour finir, Jean Bizet, il nous reste malheureusement peu de temps sur ce débat sur le voile. Hier, devant le Sénat, Édouard Philippe a dit qu'il n'y avait pas besoin de nouvelles lois. Il y a des choses incroyablement plus efficaces à faire dans la lutte contre le communautarisme, a-t-il dit. Est-ce que pour vous, il a raison? En fonction des textes de loi aujourd'hui votés par le Parlement depuis un certain nombre d'années, il a raison. Mais si vous voulez, il y a quand même des provocations qui, au fil du temps s'additionnant, ne peuvent plus être supportées. Provocation de la part de qui, pour vous? Ah bien, si vous voulez, de la population islamiste présente sur notre territoire, si vous voulez. Je crois qu'il faut être très clair. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais je crois qu'il faut revenir au fait que lorsque l'on vit dans un pays avec des religions, des coutumes, des cultures différentes, il faut respecter le pays qui vous accueille. Et là, nous avons un chemin à reconstruire. Mais vous dites qu'il n'y a pas toujours, pour vous êtes quoi par exemple? Vous êtes pour l'interdiction du voile pendant les sorties scolaires? Qu'il n'y a pas toujours de respect, c'est ça que vous dites? Oui, si vous voulez, le ministre de l'Éducation nationale a eu ces mots. Et c'est pas souhaitable. Moi, j'irai plus loin, c'est pas convenable. C'est pas convenable. Il Donc faut vous prononcez clairement pour l'interdiction du voile pendant les sorties scolaires? Moi, je suis plutôt pour l'interdiction, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean Bizet, d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, c'est Jean-Baptiste Lemoyne qui va vous succéder. C'est notre invité politique, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous reviendrons bien sûr sur ce Conseil européen qui a lieu aujourd'hui sur la question du Brexit et de l'attaque turque en Syrie. Les sujets sont nombreux. Mais avant de l'entendre, un extrait des questions d'actualité au gouvernement hier au Sénat. On va écouter le sénateur Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères. Il interpellait le Premier ministre Édouard Philippe sur la question du retour des djihadistes. On regarde. Le Levant est à nouveau en feu. L'offensive massive que la Turquie vient de conduire dans le nord-est de la Syrie anéantit d'un seul coup tous les efforts que la coalition avait menés, coalition dont la France est le deuxième contributeur. Et tout cela risque bien évidemment d'être un signe très positif pour Daesh. Et le risque, peut-être pire encore, d'évasion de djihadistes qui vont venir faire payer très cher l'Europe pour son engagement. Pour les Français, pour notre nation, que comptez-vous faire ici, en France, pour assurer la sécurité des Français? Nous devons évidemment avoir en tête que la résurgence de Daesh est quelque chose qui est possible. Et nous devons discuter avec nos partenaires de la région, qui ont les mêmes intérêts que nous, pour savoir comment est-ce que nous allons éviter la reconstitution de Daesh. Cette discussion va être compliquée, car la situation est profondément déstabilisée. Et qui peut dire que nous pourrions compter demain sur nos alliés kurdes?
dans ces conditions, compte tenu de la décision américaine. Et puis il y a évidemment la question des retours vers le territoire national. Je veux dire, Monsieur le Président Cambon, que de ce point de vue-là, l'ensemble du dispositif est prêt, au sens où nous sommes prêts à judiciariser, évidemment, tous ceux qui, s'étant rendus sur zone, se sont rendus complices des actions criminelles qui ont été conduites sur place. Autrement dit, grande vigilance sur le territoire métropolitain, dans l'hypothèse où certains voudraient revenir. Nous savons qu'un certain nombre de gens, s'ils devaient échapper au contrôle de nos alliés kurdes, iraient se battre. Je ne chercherai pas forcément à revenir, iraient se battre. Et travaillent avec les pays voisins, notamment avec l'Irak. Vous avez dit, Monsieur le Président, que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères allait se rendre de façon imminente, incessante, et même, je crois, dès ce soir en Irak, pour discuter avec ses homologues et avec le gouvernement irakien des mesures à mettre en place et éventuellement de l'accompagnement qui est susceptible d'être mis en place, notamment en matière de coopération judiciaire, puisqu'un certain nombre de ceux qui sont détenus en Syrie par les Kurdes ont commis des crimes en Irak et peuvent donc, de ce fait, le cas échéant, être judiciarisés sur place. Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes avec nous pendant un peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. Journaliste à la Voix du Nord. Avant de parler de vos dossiers, ils sont nombreux, le Brexit, la Syrie, ce Conseil européen. Un mot sur le voile, le débat sur le voile qui revient sur le devant de la scène, Jean-Baptiste Lemoyne. La mère voilée qui a été prise à partie par un élu du Rassemblement national au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a décidé de porter plainte pour violence en réunion et incitation à la haine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette scène était violente parce que d'une part, un élu la prend à partie de façon totalement asymétrique parce que comme elle est en tribune, elle ne peut pas réagir. Le public doit rester silencieux. Et donc, il y a une forme de violence dans cette scène qui, je crois, a interpellé. De façon plus générale, je crois que sur ce sujet du voile, il ne faut pas laisser certains vouloir fissurer la nation. Parce qu'on voit bien le petit jeu du Rassemblement national. C'est de créer la polémique, c'est d'aller semer la discorde au sein des Français. Et je crois que dans les moments que nous vivons, il y a plus que jamais besoin justement d'unité nationale. La France, effectivement, elle doit faire bloc, comme a dit le président de la République hier soir. Et faire bloc, eh bien, c'est prendre conscience aussi que la France, elle est très diverse et que chacun doit pouvoir vivre et coexister ensemble. Vous voyez bien que c'est un sujet compliqué, y compris au sein de votre majorité, Jean-Baptiste Lemoyne. Vous avez par exemple Aurore Berger, qui est la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui dit « Oui, je voterai la loi d'Éric Ciotti, qui est pour l'interdiction du voile ». Mais c'est parce que le sujet est complexe qu'il n'y a pas de réponse simple. C'est pas oui ou non, c'est pas stop ou encore. Et vous ne niez pas les divisions à l'intérieur de votre majorité. Ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé il y a 10 ans aux côtés de Jean-François Copé lorsque nous élaborions une proposition de loi visant à bannir le voile intégral dans l'espace public. Je me rappelle de la difficulté juridique de trouver une voie déjà s'agissant du voile intégral. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je mets en garde contre toute tentation de réponse simpliste qui, juridiquement d'ailleurs, on le voit, ne tiendrait pas la route. Monsieur Lemoyne, est-ce que les déclarations du président ne signent pas la fin du match et de dire arrêtons les polémiques autour de ça et choisissons la voie de la légalité qui, à l'heure actuelle, est claire et nette et n'allons pas plus loin. Mais bien sûr, le président de la République, je crois, a rappelé parfaitement la situation. Le Premier ministre également, en disant que la loi, elle était là, elle était claire. Le voile est interdit s'agissant des élèves, s'agissant des enseignants, naturellement, qui ne peuvent pas afficher une préférence. Maintenant, la loi ne traite pas le sujet des étudiants dans le supérieur, par exemple, ne traite pas le sujet des accompagnants scolaires, et c'est ainsi. C'est quoi votre position personnelle sur ce sujet ? Non, mais donc, ce que je veux dire, c'est que les choses ont été dites. La loi, elle est là. Elle permet. Mais vos convictions, Aurore Berger, elle a exprimé ses convictions. Vous, oui, mais je suis en phase avec mes convictions. Ce que je veux dire, c'est que la France, elle est diverse. Et aujourd'hui, moi, je veux justement
me battre contre ceux qui veulent semer la discorde. Parce qu'on voit d'un côté, encore une fois, un Rassemblement national qui cherche à chauffer à blanc une opinion publique, et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? On voit l'émergence de listes communautaristes dans un certain nombre de villes ou de quartiers. Eh bien moi, je ne veux pas de France qui se dresse l'une contre l'autre. Et justement, Emmanuel Macron, en 2017, sa campagne, c'est vouloir réunir 2 Français sur 3. Et donc je crois qu'il faut tenir un équilibre sur ce sujet. Allez, on va passer à vos dossiers parce qu'ils sont nombreux. Jean-Baptiste Lemoyne, d'abord le Brexit, Conseil européen qui a lieu tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ce Conseil européen sera celui de la validation de l'accord sur le Brexit ? Alors, sur le Brexit, on espère un accord. Et s'il peut advenir dans les prochaines heures, ce serait parfait. Vous êtes optimiste ? Il est à portée de main, mais il n'est pas garanti. Et vous savez, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois sur le Brexit, je me garderai bien d'avoir un jugement définitif au moment où je vous parle. Aussi parce que la situation politique britannique fait qu'on a pu voir dans le passé que la position d'un gouvernement n'était pas forcément celle du Parlement, et que, on l'a vu avec Madame May, et que ce que je constate, c'est que Boris Johnson, enfin, a enclenché un peu la surmultiplier pour avoir un dialogue dense sur le fond avec le Premier ministre irlandais, avec les Européens. Et Michel Barnier et ses équipes s'y attellent. Mais encore faut-il, derrière, qu'il y ait un Parlement qui le suive, parce que ce que je constate, c'est qu'il doit négocier avec le parti unioniste DUP, que c'est pas facile, et que par ailleurs, il n'a plus de majorité à Westminster. Donc c'est pour ça que, encore une fois, un accord semble à portée de main. Mais vous nous dites le no deal, pas d'accord, c'est encore possible aujourd'hui. Mais hélas, tout est possible. Et la France... Nous, on s'est préparé à tous les scénarios, à toutes les options. Quels sont les points de détail qui risquent de faire chuter cet accord ? Vous savez, ce qui est très important, c'est que en Irlande ne renaisse pas une frontière. Et je crois que là, il y a une prise de conscience de tout le monde pour éviter cela, remettre en cause les accords qui étaient obtenus à la fin des années 90, à la suite d'événements sanglants en Irlande du Nord. Et donc, je crois qu'il est très important d'arriver à bâtir un mécanisme qui permette à la fois d'éviter cette renaissance d'une frontière et en même temps qui protège aussi le marché européen, parce que nous, on ne peut pas laisser entrer des produits qui ne sont pas conformes à nos normes, qui n'auraient pas été contrôlés, etc. etc. Donc, ça, pour vous, c'est en bonne voie, c'est le règlement de cette question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. En tous les cas, les discussions entre le Premier ministre irlandais et Boris Johnson semblent avoir été fructueuses. Encore une fois, après, le diable est dans les détails. Vous savez, c'est d'une complexité terrible. C'est pour ça que, encore une fois, ce matin, je dis un accord est à portée de main, mais il n'est pas garanti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure un nouveau sommet d'ici le 31 octobre ? Par définition, je n'exclus rien compte tenu du passé sur cette question. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que nous, les Français, on est prêts à tous les scénarios. On a fait en sorte, d'ailleurs, de faire voter par le Parlement un certain nombre d'ordonnances pour que, tout simplement, les transports puissent continuer à circuler. Nous avons préparé les entreprises, avec y compris des démarchages téléphoniques personnalisés vers les entreprises exportatrices vers le Royaume-Uni. Bref, nous avons pris toutes les dispositions pour faire face éventuellement à un Brexit sans accord. En France, et Gérald Darmanin l'a confirmé encore hier, tout semble prêt, mais en Angleterre, on a l'impression que par contre c'est l'impréparation. Est-ce que vous confirmez que c'est compliqué là-bas ? Nous partageons cette analyse selon laquelle, effectivement, nous sommes mieux préparés que nos amis britanniques, ne serait-ce que sur les infrastructures portuaires. À Calais, nous avons très rapidement mis en place ce qu'on appelle une sorte de frontière intelligente pour que les marchandises puissent passer rapidement. Du côté de Douvres, ce n'est pas le cas. On voit que les aménagements n'ont pas forcément été faits de façon aussi intensive que chez nous. Donc, ça risque peut-être de poser des problèmes. De façon générale, il faut se dire les choses. Le Brexit, c'est perdant-perdant. Ce n'est pas une opération gagnante pour quiconque. Donc c'est perdant, y compris pour la France. Mais c'est perdant pour l'Europe. Et c'est perdant pour le Royaume-Uni, plus perdant pour le Royaume-Uni encore que pour l'Europe. Mais maintenant, les Britanniques ont voté. On est, je crois, dans un moment où il faut respecter le vote des Britanniques. Ils ont voté pour le Brexit. Il faut que le Brexit advienne. Et puis après, dans quelques années, peut-être qu'ils se reposeront la question. Mais en tous les cas, à l'ère où justement les populistes fleurissent, il ne saurait être question de contourner un vote du peuple. Alors vous êtes optimiste sur la préparation de la France. Le Sénat, beaucoup moins. Jean Bizet était avec nous il y a quelques minutes. Le Sénat a rendu un rapport très pessimiste sur les conséquences du Brexit sur la France. Il dit notamment que le Brexit va détruire nos richesses, 7,7 milliards par an.
ans. C'est ce que ça va nous coûter en perte de richesse. Est-ce que pour vous, il faut s'inquiéter quand même? Encore une fois, je vous l'ai dit, le Brexit, c'est perdant pour tout le monde. Maintenant, il faut arriver à bâtir justement une relation dans le futur avec le Royaume-Uni. Oui, il y aura une perte de richesse pour la France. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas modéliser les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons des chaînes de valeur qui sont tellement imbriquées que ça aura un impact naturellement. Et donc, impact également sur la croissance française? Il y aura un impact économique en Europe, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit du coup préparer un cadre et une relation future entre l'Europe, la France, le Royaume-Uni, qui permettent une proximité la plus grande possible en matière économique, notamment parce que, vous le savez, nous, c'est le premier débouché en termes d'exportation, par exemple, au Royaume-Uni. De la même façon, les touristes britanniques représentent 15% des touristes en France et ils sont très présents, notamment pour la saison d'hiver qui arrive. Donc, on a tout intérêt à garder cette relation proche. Le Royaume-Uni, c'est l'Europe au sens large. N'oublions pas l'histoire, n'oublions pas la géographie. Et donc, il est très important, une fois que le Brexit sera fait, d'avoir un cadre de relation très proche. C'est tout l'enjeu de la déclaration commune qui doit être faite et qui doit empêcher le Royaume-Uni de faire du dumping social dès lors qu'elle sera sortie de l'Europe? Tout à fait, c'est l'enjeu vous l'avez tout à fait souligné. Et donc nous, on souhaite qu'il y ait au maximum un rapprochement d'un certain nombre de standards, parce qu'il est important, s'ils souhaitent avoir un accès à notre marché, ça sera l'enjeu de l'accord d'échange commercial qui devra être fait, et bien qu'on joue avec les mêmes règles du jeu. Il est important que nos producteurs ne soient pas désavantagés avec une concurrence qui aurait des règles plus souples. Un mot pour finir sur ce sujet, le statut de résident permanent au Royaume-Uni va avoir un coût. Il y a de nombreux Français qui vivent au Royaume-Uni. Le Sénat dit 1600 livres par personne. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour aider ces familles? Naturellement, on est mobilisé auprès des Français établis hors de France. On renforce notre consulat, d'ailleurs, en termes de personnel, d'effectifs, pour faire face à toutes les demandes. Depuis plusieurs mois, je veux saluer toutes les équipes du consulat de l'ambassade, parce qu'il y a eu énormément, de lignes téléphoniques ouvertes pour que tout le monde puisse se renseigner. Et nous, on fonctionne sur le principe de la réciprocité. Donc on a ainsi dispensé de visa pour les courts séjours les Britanniques, et donc c'est le cas pour les Européens, et pareil sur les séjours longs, il faudra travailler sur la réciprocité et sur des dispositions qui soient favorables aux uns comme aux autres. Allez, autre sujet, la Syrie, offensive turque dans le nord-est de la Syrie, ça sera évidemment aussi au menu de ce sommet européen. Est-ce qu'on peut attendre de ce sommet européen plus qu'une condamnation, mais des actes ? Alors, vous savez, je crois que la France, elle est très clairement moteur pour avoir d'arrache-pied à la fois la condamnation et obtenir de la Turquie la cessation des hostilités. Parce que ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie n'est pas acceptable. Il y a là deux actions unilatérales, celle du président Trump qui retire des troupes américaines, qui du coup laisse le champ libre à l'action de l'armée turque. Et deuxième acte unilatéral qui n'est pas acceptable, c'est l'entrée sur le territoire syrien de ces troupes turques. Très clairement, le président turc a une responsabilité immense devant l'histoire. Et ce que je veux dire, c'est que cette responsabilité, il devra l'assumer. Parce qu'on le voit bien, nos frères d'armes de lutte contre le terrorisme, qui étaient les Kurdes, connaissent aujourd'hui une situation très compliquée. On comprend bien que la France est moteur, mais on a un certain doute sur la cylindrée. Concrètement, on était au Kurdistan grâce au soutien et à l'appui des États-Unis. Dès lors que cet appui est parti, nous sommes obligés de nous retirer. Et on voit que les sanctions sont quand même relativement légères vis-à-vis d'Ankara. Est-ce qu'on est condamné à l'impuissance ? Non, il ne faut pas se résoudre à l'impuissance. Et dès la semaine dernière, nous avons demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir. Le Conseil de sécurité va continuer à être saisi de la question. 2 fois par semaine, il se penche sur justement la question syrienne. Qu'est-ce qui se passe au-delà des mots ? Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un certain nombre d'États qui peuvent aussi jouer de leur veto. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est très important de pouvoir faire un maximum de pression sur la Turquie pour qu'elle comprenne que ce n'est pas dans son intérêt, et ce n'est pas dans l'intérêt de la sécurité mondiale de poursuivre cette offensive. Un maximum de pression, ça veut dire quoi ? Des sanctions économiques ? Y compris économiquement. Je veux vous dire, donc vous dites oui, c'est le troisième partenaire de la France hors Union européenne et la Suisse. Et est-ce que vous allez vraiment vous fâcher avec Ankara de ce point de vue-là ? Je vous donne un exemple très concret. Début décembre, je devais me rendre en Turquie pour tenir justement la commission mixte économique, où on fait le point sur tous nos partenariats
économique. Nous avons fait savoir aux Turcs qu'il n'était pas question que cette commission se réunisse tant que la situation perdurait. Naturellement, il y a besoin d'être en cohérence. Et sur la situation, je peux vous dire que les forces kurdes, les FDS, le président de la République a reçu la semaine dernière la porte-parole des FDS, nous sont reconnaissantes d'être particulièrement forts pour faire savoir le caractère inacceptable de cette attaque, de cette offensive, et moralement se sentent soutenus et épaulés par la France. Ils nous l'ont dit, et donc je tiens à le dire. Et nous avons demandé aussi une réunion de la coalition internationale qui lutte contre Daesh, parce que le péril, il est là, c'est la résurgence de Daesh. Et on le voit, un certain nombre d'ailleurs de djihadistes pourraient potentiellement On va venir sur cette question des djihadistes, mais juste pour être clair, Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que oui ou non, vous êtes pour des sanctions économiques contre la Turquie? Mais encore une fois, le Conseil européen se réunit, les Européens vont en discuter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a envoyé des signaux. Par exemple, quand on a des rendez-vous économiques bilatéraux, on a dit on ne parle pas de cela tant que les hostilités n'ont pas cessé. Oui. Je vous ai répondu. Monsieur Lemoyne, le ministre Jean-Yves Le Drian est actuellement en Irak, va se poser la question du traitement judiciaire des djihadistes. Est-ce que concrètement, la France va accepter qu'ils puissent être condamnés à mort en Irak ? Alors, Jean-Yves Le Drian, effectivement, est en Irak pour justement mettre en place un mécanisme judiciaire. Parce qu'un certain nombre de ces individus ont œuvré tant en Irak qu'en Syrie, au sein de l'État islamique, et méritent d'être jugés là où aussi ils ont commis des crimes. Et c'est d'ailleurs été le cas pour un certain nombre de djihadistes français. Ils ont, pour autant, nous assumons nos obligations consulaires. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens qui ont commis des atrocités doivent être jugés pour ces atrocités et condamnés pour ces atrocités. Mais ce n'est pas de la sous-traitance de la France de laisser à l'Irak le soin de juger ses ressortissants ? Mais vous pouvez aussi comprendre que l'Irak, qui a souffert directement des agissements de ces individus, veuille juger ces individus. Il les veut contre une contrepartie financière, en l'occurrence, puisqu'il a demandé à la France de financer le traitement judiciaire de ces djihadistes. Mais on peut le comprendre, l'Irak connaît une situation qui est complexe d'un point de vue économique, et donc ce que je veux dire, c'est que quelque part, que la communauté internationale se mobilise pour permettre le traitement judiciaire, me paraît pas normal. Donc c'est pas une façon de se débarrasser à bon compte finalement de ces ressortissants ? Mais c'est une façon tout simplement de faire en sorte que ces gens répondent des actes qu'ils ont commis. Voilà, il y a un moment. Ça ne choquerait pas que des Français soient condamnés à mort. Nous, lorsque c'est le cas, dans tous les pays. Non, mais lorsque c'est le cas, quels que soient les motifs et quels que soient les pays, nous faisons valoir aux autorités que la peine de mort, pour nous, a été abolie et qu'elle n'est pas un moyen de réponse. Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent, le cas échéant, de commuer ça en perpétuité, etc. Un mot pour finir sur cette question des djihadistes. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont encore un allié sûr dans la lutte contre l'État islamique ? On voit que les États-Unis ne sont plus un allié, en tous les cas, qui est totalement régulier dans ses prises de position. On le voit avec ce désengagement. Et je crois que quelque part, ça doit nous inciter, nous, Européens, plus que jamais, à avoir un sursaut et à bâtir cette autonomie stratégique et de défense. Le président de la République, depuis 1 an et demi, porte ce discours, et ce discours commence à entrer en vigueur et en acte. C'était le discours de la Sorbonne, souvenez-vous, au début, beaucoup de sarcasme. La France n'est-elle pas prétentieuse à vouloir donner des leçons à tout le monde ? Ce que je constate, c'est que depuis 1 an, les choses ont beaucoup avancé. On a mis en place un fonds européen de défense. On a un certain nombre de recherches communes avec les partenaires européens pour l'armement du futur. Ça a été vu d'ailleurs hier en franco-allemand, par exemple. Vous en avez parlé à Toulouse, exactement, au Conseil des ministres. Qu'est-ce qui s'est dit sur cette question de l'Europe de la défense ? Il y a des divergences entre la France et l'Allemagne. Eh bien, déjà, qu'on puisse travailler à une forme de préférence européenne. Je parlais du spatial, ça a été évoqué pour le spatial. Quand on a des Européens qui vont utiliser des prestataires non européens pour le spatial, ça pique un peu. Lorsque des pays font le choix, encore une fois, d'armements qui ne sont pas européens, ça pique un peu. Et donc, il y a besoin, à un moment, d'affirmer cette autonomie stratégique, parce que nous, Français et Européens, je crois que nous voulons être ni les vassaux d'un tel ou d'un tel, ni les vassaux des États-Unis. Est-ce que ça doit passer par une armée européenne, selon vous ?
Armée européenne, je pense que c'est complexe à mettre en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que... C'est la volonté du président. Non, mais ce que je veux dire, c'est complexe à mettre en œuvre. Je dirais dans l'immédiat. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des unités qui puissent opérer ensemble. Qui soient interopérables dans les matériels. C'est ça qui doit être recherché pour une action commune, le cas échéant. Un autre dossier, Monsieur Lemoine, qu'on n'a pas abordé sur les relations transatlantiques, c'est les sanctions américaines dans le cadre du conflit Boeing-Airbus. L'Europe va-t-elle réussir à s'entendre pour faire front face à ces pressions américaines économiques? Alors, l'Europe a fait preuve d'unité dans ce dossier jusqu'à maintenant, et donc cette unité, elle doit continuer. Unité et fermeté. Parce que très clairement, il y aura des sanctions dans quelques mois, l'OMC devrait autoriser l'Union européenne à imposer des sanctions aux États-Unis parce que les États-Unis ne se sont pas mis en conformité sur un certain nombre de subventions à Boeing. Et donc dans ces cas-là, nous n'aurons pas la main qui tremble. Et oui, eh bien, nous mettrons des sanctions. C'est la suite d'une guerre économique. Mais nous avons toujours tendu la main. Nous sommes pour la désescalade. Avec Bruno Le Maire, j'ai rencontré Rob Lighthizer, le ministre du Commerce de Donald Trump. Nous avons porté ce message qu'il était plus intelligent d'avoir un règlement à l'amiable, parce que nous serions autorisés à frapper également dans quelques mois, et que pendant qu'il y a cette guerre commerciale, eh bien, les Chinois, eux, sont en train de préparer leur industrie aéronautique. Et dans 10 ans, ils seront sur le marché. Donc il y a un moment, il faut peut-être être intelligent et regarder les choses en face et trouver des accords. Et en tous les cas, nous réaffirmons cela parce que moi je suis très préoccupé, je ne souhaite pas que la filière viticole par exemple soit frappée et soit l'objet d'une vengeance américaine alors qu'elle n'a rien à voir avec ça. Un mot sur la Commission européenne, est-ce que vous avez trouvé, la France a trouvé le nom du remplaçant de Sylvie Goulard? Alors le président de la République a dit que le préalable au fait que la France donne un nom était déjà de trouver une stabilité institutionnelle au Parlement européen. Parce que, on l'a vu, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tout simplement, eh bien, la majorité parlementaire au Parlement européen a fait défaut. Il y a une majorité PPE, sociodémocrate, Renaissance. Ce qui a fait défaut, ce n'est pas la stratégie française? Ce qui a fait défaut, c'est vraiment cette majorité qui ne s'est pas exprimée. Et donc, il y a un moment, il faut d'abord retrouver les fondements, les bases. Y a-t-il une majorité pour mener ce mandat européen? 5 ans, c'est long. Et 5 ans, on a surtout des chantiers importants. Quel que soit le nom du commissaire proposé par Emmanuel Macron, il peut être retoqué. Non. Ce que je dis, c'est que le président de la République souhaite en premier lieu qu'on règle cette question du fonctionnement des institutions européennes, parce qu'on ne peut pas se permettre... Ça va durer combien de temps? Mais justement, c'est l'objet des prochains jours. Le Conseil européen sera utile pour un certain nombre de prises de contact, parce qu'il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas une stabilité qui permette sur les plus grands chantiers d'avancer dans la sérénité. Le Conseil européen, il va se pencher sur l'agenda stratégique, c'est-à-dire sur les grands axes que la Commission européenne va porter, et donc il est important au préalable de s'assurer qu'il y a un socle parlementaire solide, parce qu'on a vu que ce n'était pas le cas sur les nominations. Voilà. Si on vous suit, une entrée en fonction de la Commission européenne au 1er novembre, c'est désormais enterré. Ah tout à fait, je vous le confirme, c'est reporté au moins au 1er décembre. Au moins au 1er décembre, ça veut dire que ça peut être plus tard? Dans le passé, ça a été plus tard. En tous les cas, nous allons... Vous vous préparez pour. Vous vous préparez pour un départ. Il y a une commission qui est en fonction et qui continue à faire le job. Et vous nous dites ce matin, c'est acté, le 1er novembre, il n'y aura pas de nouvelle Commission européenne. Tout conduit à ça. Une petite question simplement sur l'aide au développement, puisque ça a été l'un des leviers sur la politique migratoire qui a été souligné par Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous préparez pour justement permettre aux pays concernés de participer à cette politique migratoire ? Alors, sur l'aide publique au développement, la France s'est réengagée fortement. Nous avons augmenté l'année dernière d'1 milliard d'euros notre budget en la matière. Et surtout, ce que nous voulons, c'est nous engager pour l'éducation notamment des jeunes femmes, faire en sorte qu'on crée des opportunités économiques à toutes les jeunesses des pays notamment d'Afrique subsaharienne. J'étais la semaine dernière au Sénégal et au Cap-Vert. Et donc il y a ce besoin pour tout simplement que ces jeunes n'empruntent pas ce qui sont des routes de la nécessité plus que des routes de la liberté, et pour certains terminent dans ce cimetière. Concrètement, est-ce qu'on va demander aux pays d'accentuer leur lutte contre l'immigration clandestine? Ça je vous confirme. Systématiquement, dans tous les entretiens que nous avons et que j'ai eu, par exemple avec des chefs d'État la semaine dernière, nous demandons à ce que, par exemple, la délivrance des laissez-passer consulaires soit améliorée, soit augmentée, pour que les clandestins irréguliers puissent être réadmis sur leur territoire national. Et ce sera mis en contrepartie de l'aide au développement?
Ce n'est pas une histoire de contrepartie, c'est une exigence liée à un partenariat solide. Et autant nous sommes là pour faire respecter les règles constitutionnelles, y compris de droit d'asile, autant quelqu'un qui n'est pas en séjour régulier sur notre sol, eh bien, devra être reconduit. Ce sont les règles de la République. Un mot pour terminer sur ce qui se passe en Catalogne, troisième nuit de violences consécutives. Les indépendantistes catalans en colère dans les rues de Barcelone après la condamnation de 9 de leurs dirigeants à des peines de prison pour tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Est-ce que selon vous, la voie de l'intransigeance qu'a choisie Madrid est aussi responsable de cette violence ? C'est compliqué de prendre position dans un débat qui concerne un pays voisin. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, je crois qu'il faut qu'il y ait une sorte d'unité espagnole. Les débats ont été très vifs et aujourd'hui, je crois que voilà, le besoin. N'a pas position. Mais le besoin, il est d'arriver à faire que voilà, tous les Espagnols, quelles que soient leurs autonomies, puissent se retrouver. Et c'est le vœu ardent que l'on souhaite. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été avec nous ce matin. Les sujets étaient nombreux vous concernant. Merci d'être venu. Merci Julien Lécuyer. On passe tout de suite au Club des Territoires. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Et aujourd'hui, Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, avec ces messieurs, nous parlerons longuement du Congrès des départements. Il s'ouvre ce matin à Bourges. Les élus des départements qui sont en colère contre la réforme de la fiscalité locale. On en parlera, on sera notamment dans quelques instants en direct de Bourges avec Michel Autissier. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région et toute la semaine, justement, nous nous intéressons à ces problématiques des départements. Nous sommes en Saône-et-Loire. On va s'intéresser aux déserts médicaux puisque la désertification médicale, elle touche de plus en plus les zones rurales, mais pas que. Mais vous allez le voir, le département de Saône-et-Loire, eh bien, il cherche et il trouve des solutions pour lutter contre ces déserts médicaux. On regarde ce reportage de Fabien Recker et Audrey Vieuthaz. Nous sommes à Joncy, petit village de 540 habitants avec un cabinet médical un peu particulier. Bonjour. Docteur Lopez, vous exercez aujourd'hui dans ce cabinet à Joncy, pourtant ce n'est pas votre cabinet, expliquez-nous. Mais écoutez, non, ce n'est pas mon cabinet. Je suis salarié par le conseil départemental de Saône-et-Loire. Là, nous sommes à l'antenne de Joncy qui relève du centre de santé de Montceau-les-Mines. Et moi, je suis rémunéré pour faire de la médecine. Le département, lui, gère globalement tout ce qui relève d'un gestionnaire, c'est-à-dire les rendez-vous, la logistique, le secrétariat, la facturation, le suivi des paiements, les commandes, tout ça, j'en suis déchargé. Moi, je n'ai qu'à me consacrer à la prise en charge des patients. Vous faites partie de ceux qui ont participé à imaginer ce dispositif original. Alors, est-ce que c'est compliqué de recruter des médecins, de faire venir des médecins en Saône-et-Loire ? Et ce n'est pas très simple parce que nous avons quand même une difficulté en France avec beaucoup de difficultés à recruter des professionnels de santé. Il y a pas mal de déserts parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne s'installent pas tout de suite parce que l'exercice en libéral est moins attractif qu'il ne l'était. Alors, ça va bien ? Ça va, docteur, ça va. Le statut de salarié, c'est un statut qui est très intéressant parce que d'abord, on travaille 35 heures par semaine. Certes, on fait des semaines de 40 heures lorsqu'on est à plein temps, mais on a des jours de récupération. Un autre élément, c'est aussi la pratique d'équipe qui est aussi très forte. En tout, le département salarie actuellement 47 médecins qui exercent dans des antennes de santé partout en Saône-et-Loire, comme ici à Joncy, où la présence du médecin est une aubaine pour les habitants du village, mais aussi pour le maire. Christian Morelli, bonjour. Vous êtes le maire de Joncy. Alors, est-ce que votre commune a dû se porter candidate pour bénéficier de ce dispositif ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Ça s'est passé tout simplement. On avait un médecin qui était là à temps partiel, qui avait des velléités de départ pour s'installer dans le sud-ouest. Et au même moment, on a eu connaissance de l'appel à projet du conseil départemental. Donc, on a répondu à cet appel à projet avec l'aide de communes voisines pour obtenir la création d'une antenne de santé sur Joncy. Alors, est-ce que de son côté, la commune a dû faire des investissements pour accueillir un médecin ?
Alors la commune a investi avec l'aide du pharmacien sur la location d'un local dans un bâtiment en centre-ville dans lequel nous avons installé tout ce qui est mobilier, équipement et informatique et pour lequel nous avons des frais de location et d'entretien sur la totalité de l'année. Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça représente pour une commune comme la vôtre de maintenir une offre de santé sur son territoire? Le problème, c'est que le départ du médecin, c'est presque le premier élément de la désertification de nos campagnes ou de nos communes, parce que si le médecin s'en va, la pharmacie en face a moins de clients, donc elle va fermer. La fermeture de la pharmacie, c'est la diminution de la visibilité de l'offre de soins sur la commune, parce que le médecin s'en va, la pharmacie ferme, du coup les gens ne viennent pas s'installer, donc on a moins d'enfants dans les écoles, et de fil en aiguille, on arrive à avoir des communes qui ont du mal à vivre, voire qui dépérissent. Le département a en quelque sorte mis sur pied une entreprise de santé. Après 2 millions d'euros d'investissement, le système fonctionne aujourd'hui à l'équilibre. Les recettes des consultations servent à payer les salaires des médecins. Voilà pour ce reportage de Fabien Recker et d'Audrey Vieutas. Vous les avez suivis toute la semaine. Leurs sujets sont à retrouver sur notre site internet. On va parler avec vous, messieurs, de ce sujet des départements. Mais d'abord, cette question des déserts médicaux. On le voit, Xavier Brivet, eh bien, il y a des départements qui prennent des initiatives pour pallier le manque de médecins. Les élus locaux, eh bien, finalement, ils ne pallient pas le manque de l'État sur cette question. Si, en partie. Alors l'État a essayé d'y répondre avec une loi du 24 juillet 2019 de transformation, de modernisation de la santé. Mais il n'y a pas de contrainte dans cette loi pour l'installation des médecins. Il y a des incitations. La première mesure forte, c'est la suppression du numerus clausus. Donc les universités pourront former les médecins en fonction des besoins de santé dans les territoires. Mais pour le reste, à part un stage de 6 mois en zone sous-dotée sur le plan médical pour les internes, pas de mesures fortes. Donc les élus, depuis déjà plusieurs années, créent des maisons de santé pluridisciplinaires, investissent, essaient d'attirer, y compris des médecins étrangers. La télémédecine se développe également, les téléconsultations, mais ce réseau reste assez fragile. Donc l'État tente d'y répondre. La dernière mesure, c'est la création d'hôpitaux de proximité aussi, qui ne feront ni chirurgie ni obstétrique, mais qui pourront pallier aux besoins en matière de médecine d'urgence. Allez, on va continuer à parler de ce sujet, noté longuement Thierry Dupont, mais d'abord on va aller à Bourges, retrouver en direct Michel Autissier. Bonjour Michel Autissier, vous êtes le président du conseil départemental du Cher et c'est donc chez vous que se tient cette année ce congrès des départements. On imagine, Michel Autissier, que c'est une fierté pour le Cher d'accueillir ce 89e congrès des départements. Oui, bien sûr, c'est une fierté. C'est un vœu sur lequel on travaille depuis 1 an et demi, 2 ans. Et c'est là aussi un moyen, une solution de travailler sur notre image et sur l'attractivité du territoire, dont on parle beaucoup, y compris dans votre émission sur la démographie médicale. C'est l'occasion d'avoir un coup de flash sur la ville et sur le département du Cher. Des départements dans le Cher, il s'ouvre dans un contexte tendu, Michel Autissier, entre l'exécutif et les élus locaux. Oui, ça, je crois qu'il va y avoir un petit peu de rififi et que beaucoup sont prêts à mettre une certaine tension dans un ensemble de problématiques touchant les départements et concernant en particulier la fiscalité, concernant également l'avenir de la décentralisation et en sous-jacence l'avenir même des départements. Il faut bien qu'on s'inscrive dans le temps, et non plus de rester dans ce flou artistique qu'on entretient déjà depuis quelques mois, voire quelques années, la loi NOTRe n'ayant pas favorisé, comme on le pensait, la clarification du rôle de chacun. Le flou artistique, il est entretenu par le gouvernement, selon vous ? De toute évidence, par des mesures, on aurait dû, avant de supprimer la taxe d'habitation, et avec l'effet domino que ça a entraîné, imaginer par quels moyens les collectivités en aval allaient pouvoir continuer de vivre. Quel message vous souhaitez ? Et pas découvrir au dernier moment. Le message, c'est que la TVA, c'est bien. Ne sera pas là, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Lui dire que la TVA, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que la TVA sans effet cliqué, c'est hyper dangereux pour nous. Les dotations de compensation, on a déjà donné au travers des AIS. Donc on veut impérativement qu'il y ait l'assurance que
si la TVA bougeait, nos ressources ne bougent pas. Donc il faut trouver un système qui permette d'être certain de conserver le niveau des recettes. Et avec cette fonction de TVA, nous perdons tous les leviers fiscaux que nous avions auparavant. Et donc nous sommes une collectivité dépendante totalement de l'État, ce qui dans le contexte d'une décentralisation nouvelle nous pose problème. Merci beaucoup Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher. Vous êtes donc la puissance invitante de ce 89e congrès des départements de France que nous suivrons bien sûr longuement sur Public Sénat. Merci Michel Autissier. Thierry Dupont, on le voit, c'est compliqué encore entre les départements et l'exécutif. C'est sans doute le point le plus compliqué des relations entre l'État et les collectivités locales. Les départements estiment qu'ils sont lésés dans la réforme fiscale qui est en cours d'élaboration, puisque la taxe sur le foncier bâti a été transférée aux communes pour compenser la perte de la disparition de la taxe d'habitation. Donc eux se voient attribuer la TVA, et voilà. Et donc ils n'ont plus, ils savent très bien un jour, aujourd'hui c'est ça, mais demain quelle sera la dotation. Sachant que par ailleurs, il y a quand même un historique de méfiance, puisque chaque année, les départements ont un reste à charge, notamment sur les prestations sociales, qui est de l'ordre de 9 milliards. Donc, chaque année, ce sont les départements qui comblent cette enveloppe qui, normalement, est à la charge de l'État. Jérôme Cordelier. Dominique Bussereau parle de hold-up concernant cette réforme de la fiscalité locale. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'il y a un peu de politique derrière tout ça ? Le problème, c'est que les départements sont sur la sellette. Ils sont sur la sellette depuis très longtemps, puisque les départements, ce sont un peu les parents pauvres de la réforme territoriale depuis François Hollande et même avant, C'est-à-dire que c'est vrai que s'il y a un prochain acte de décentralisation, mais bon, pour l'instant, on en parle énormément et il n'y a aucun acte précis qui peut en donner le début. La loi Bourreau, Voilà. Et donc, mais c'est vrai que il y a certains départements, après, il faut voir si on fait une espèce de découpe en dentelle. Donc, il y a certains départements ruraux, par exemple, qui pourraient y rester. Mais il y a aussi beaucoup de voix qui disent qu'il faut faire un modèle à la lyonnaise, c'est-à-dire une espèce de fusion entre les grandes métropoles et les départements. C'est vrai qu'il y a dans certains coins du pays, les départements n'ont pas de raison d'être quand il y a des grandes métropoles, ce qui a été le cas à Lyon. Le Cher est un exemple, c'est un département plus rural. Donc, mais c'est vrai que dans la ruralité, les départements ont lieu d'être. Mais dans d'autres endroits, c'est plus compliqué. Allez, Thierry Dupont, après. On voit bien que c'est effectivement la prochaine étape, c'est est-ce qu'il faut garder ou pas les départements. Ils sont nés avec la Révolution, ont-ils... Pour vous, ils sont encore en danger, ces départements ? Ah oui, plus que jamais, oui. Alors, pour l'État, ils sont peut-être menacés, mais les départements, eux, rappellent leur mission de solidarité sociale et territoriale. Ils continuent d'apporter de l'ingénierie, du conseil et des cofinancements, il ne faut pas l'oublier. Et dans une république dite décentralisée, c'est quand même dans la Constitution française, privée, alors qu'on est dans une république décentralisée, des collectivités de ressources fiscales, c'est totalement antinomique. Sachant que les départements en face, comme le disait Thierry, doivent financer les allocations individuelles de solidarité, la prise en charge des mineurs non accompagnés, tout un tas de dépenses pour lesquels en face, ils ont de moins en moins de recettes. Ils vont être sous perfusion financière de l'État, ce qui est totalement contraire à la décentralisation. D'où leur demande. Alors, ce qui est surprenant, c'est que le Premier ministre ne se déplace pas. C'est qu'on va avoir un ou deux ministres des collectivités qui vont donner des mesures techniques, peut-être rajouter une petite enveloppe financière sur les mineurs non accompagnés. Mais sur le fond, la feuille de route des départements, la coproduction de l'action publique entre l'État et les départements, pour l'instant, la feuille de route est totalement vierge et il faut attendre un texte que le gouvernement promet à l'été 2020. Rapidement, Thierry Dupont. Dominique Bussereau n'a pas ardemment souhaité la venue du Premier ministre parce qu'il craignait un accueil très frisquet, dit-il encore aujourd'hui dans une interview. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Vous parliez, messieurs, de la décentralisation. La décentralisation, c'est un sujet qui remonte. Alex Poussard, vous remontez, vous, dans les archives chaque semaine. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de ces différentes étapes de la décentralisation. Et oui, je vais notamment vous parler de l'acte 2 de la décentralisation. Il y a eu l'acte 1 sous François Mitterrand avec les lois de Gaston Defferre en 1982. Et l'acte 2 de la décentralisation, c'est sous Jacques Chirac, lors de son second mandat entre 2002 et 2005. Une réforme pilotée à l'époque par Jean-Pierre Raffarin. Et cet acte 2, il est très important
important car il a transféré de nombreuses compétences de l'État vers les collectivités. Alors regardez, à l'époque, à partir de 2005, les départements héritaient de l'action sociale, du logement social, de la gestion des collèges et également des routes secondaires. Et puis les régions ont récupéré, elles, l'économie, la formation professionnelle, les transports et la gestion des lycées. Alors une décentralisation qui à l'époque avait satisfait le président des départements de l'époque, Jean Puech, qui était également sénateur UMP. Regardez. Décentralisation acte 2, selon la formule de Christian Poncelet, président du Sénat. Le projet de loi relatif aux libertés locales est d'abord examiné par la Haute Assemblée. Au cours de la discussion générale, le principal représentant des départements soutient la réforme Raffarin. La décentralisation, j'y crois. J'y crois et je ne doute pas un seul instant de son succès, tellement cette démarche est inéluctable. C'est ce qui m'autorise à vous livrer quelques-unes de mes craintes, une de mes craintes, que la décentralisation soit, en dépit de notre vigilance, réduite à une évolution d'ordre financier, à un processus technique ou administratif. Alors la droite à l'époque acceptait ce transfert de compétences, mais pas la gauche, notamment à cause du transfert des personnels du collège et du lycée vers les départements et les régions. Et regardez les débats de l'époque, ils étaient assez tendus. Sénateurs socialistes et communistes ont tout tenté depuis ce vendredi matin pour supprimer l'article 67 du texte sur la décentralisation. Un article qui concerne le transfert aux régions et aux départements des TOS, le personnel technique des collèges et des lycées, l'un des dispositifs phares de la réforme puisqu'il concerne plus de 96 000 agents. Une atteinte au bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale selon les parlementaires de l'opposition. Nous affirmons que ceux qui préparent et distribuent les repas, que ceux qui veillent aux extincteurs et aux portes coupe-feu, que ceux qui organisent le tri sélectif des déchets dans les établissements contribuent de façon significative à la mission éducative et nombre de projets d'établissement les associent à ce travail. Or, cette mission, l'État doit en rester le garant. La gauche qui dénonçait un désengagement de l'État, ce n'est pas nouveau. Et à l'époque, le gouvernement Chirac nie en bloc avec un jeune ministre, Jean-François Copé, qui défendait la réforme à l'époque. Regardez. La décentralisation ne doit pas être le démantèlement de l'État. Il doit être tout au contraire l'occasion de mieux répartir les compétences au service de l'intérêt général, sachant que personne ne doit oublier que seul l'État a la compétence de sa compétence et que lui seul, je dis bien lui seul, par la voie de la loi, est compétent pour dire comment exercer au mieux l'intérêt général, l'efficacité publique au service de nos concitoyens. Et c'est bien dans cet esprit-là que s'est inscrit depuis le premier jour le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin pour une République moderne. Et voilà, vous l'avez entendu, seul l'État a la compétence de sa compétence. À l'époque, Jean-François Copé avait le sens de la formule. Ben voilà. Thierry Dupont, la décentralisation, c'est un problème. Enfin, un problème, en tout cas, ça date. Là, les élus locaux, tous, ils disent aussi bien départements, communes, on va parler de François Baroin, disent on veut un nouveau souffle, on veut un acte fort de décentralisation. Est-ce que le gouvernement est prêt à aller jusque-là ? Ça dépend sur quel point. Le gouvernement il a fait quelques ouvertures lors du congrès des régions de France par la voix du Premier ministre, Édouard Philippe, qui a promis des expérimentations, notamment dans la gestion, par exemple, de l'accompagnement des chômeurs. Les régions pourraient être associées, pourraient même piloter certaines choses avec Pôle emploi. Mais on voit bien qu'il hésite encore dans l'ampleur de la réforme à mener. Dominique Bussereau lui dit « Je veux une France forte mais girondine ». Je ne suis pas totalement sûr qu'à Bercy, on soit encore prêt à franchir le pas. On parlait de François Baroin, Xavier Brivet, parce que François Baroin, il a tenu une conférence de presse. C'était avant-hier et il a été plutôt virulent, le président de l'Association des maires de France, sur la décentralisation, mais aussi sur la suppression de la taxe d'habitation. Oui, alors la taxe d'habitation, on sait qu'elle mécontente tout le monde. L'AMF demandait, critique le fait que ce soit une réforme qui n'ait pas été préparée, pas évaluée, aucune étude d'impact, aucune simulation sur l'impact de cette réforme, qui non seulement pose un problème de compensation des recettes aux collectivités locales, c'est 23 milliards quand même, mais qui en plus impacte le calcul de tout un tas d'autres dotations. On parle d'un tsunami sur les finances locales qui se profile et qui n'est absolument pas évalué. Ensuite, sur la décentralisation, mais il n'y a pas de feuille de route à ce jour de la part de l'État. Est-ce que par décentralisation, l'État entend que les collectivités continuent d'être ses supplétifs, c'est-à-dire
coproduire un petit peu l'action publique locale, mais l'État demeurant le garant et en même temps celui qui décide? Ou est-ce que, ça c'est le souhait de François Baroin et de l'AMF, il est prêt à donner beaucoup plus de liberté locale, à approfondir cette décentralisation, à véritablement coproduire l'action publique et à prendre fait et cause pour les collectivités dont les élus rappellent qu'ils sont des investisseurs publics très importants, des employeurs publics, des chefs d'entreprise municipales et qui ont toute compétence et toute responsabilité pour exercer des compétences avec l'État. Et c'est ça, l'AMF dit que l'État est au pied du mur, car il faut choisir, on approfondit la décentralisation et donc on fait confiance aux collectivités locales, où l'État veut tout faire, mais il n'a plus les moyens de tout faire. Donc là, c'est vraiment le partage des eaux, et c'est ce qu'attendent les élus. Ils attendent, notamment d'Emmanuel Macron, qui viendra au Congrès des maires, une vraie feuille de route. Rapidement, Thierry. Oui, il y a quand même un élément qui est important, c'est l'introduction quand même de la notion de différenciation. Parce qu'à présent, la France, elle était une et indivisible, et ce qui était valable dans le Pas-de-Calais l'était également dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec la préparation de la loi de Jacqueline Gouraud 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation, on pourrait avoir un peu des collectivités locales à la carte. C'est-à-dire qu'elles pourraient choisir de s'emparer de certaines compétences, d'en laisser d'autres. Et ça, c'est quand même une avancée très intéressante. Allez, on va passer à un autre sujet, hein, messieurs, puisque l'actualité est chargée. C'est la question du voile qui s'est invitée hier au Sénat dans l'hémicycle. Édouard Philippe a clarifié la position du gouvernement, mais les divisions demeurent au sein de la majorité. On regarde ce sujet de Béatrice Finzan. Faisons bloc et ne nous divisons pas, pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. Il veut éviter la stigmatisation et calmer la polémique sur le port du voile. Mais la question continue d'agiter les rangs d'une majorité divisée. D'un côté, les défenseurs du droit et de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la liberté d'opinion et d'expression. Ma boussole, à moi, c'est le droit. Et mon cap, c'est la lutte contre le communautarisme et la radicalisation. De l'autre, une position contre le port du voile réaffirmée. Le voile n'est pas souhaitable parce qu'en effet, nous ne souhaitons pas que ce soit un élément qui puisse être interprété comme du prosélytisme dans ces sorties scolaires. Pas de loi donc sur l'interdiction du voile dans les sorties scolaires, mais pas de ligne tranchée non plus. De quoi agacer la droite. On n'y comprend plus rien du tout. D'un côté, M. Blanquer dit que le voile n'est même pas souhaitable, pas seulement à l'école ou dans les sorties scolaires, c'est-à-dire dans toute la société, mais en même temps, il ne veut pas légiférer. Eh bien, nous voulons prendre notre responsabilité. On ne peut pas se défausser ni sur les directeurs d'école, ni sur les enseignants. Le président du Sénat appelle Emmanuel Macron à s'exprimer clairement sur la laïcité, ce que le président de la République avait promis, mais à reporter, tandis que la mère voilée, à l'origine de la polémique, va porter plainte. C'est un sujet compliqué à gérer pour le gouvernement et pour la majorité. On voit des divisions au sein de la majorité. Très compliqué, d'autant qu'il est instrumentalisé. Instrumentalisé par des querelles politiciennes à l'intérieur de la majorité. On voit bien querelles. Aurélien Taché a mis beaucoup d'huile sur le feu au sein de la majorité. Aurore Berger aussi, en disant qu'elle voterait pour la loi, voilà. La proposition Bruno de Retailleau, là, vient instrumentaliser aussi ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, parce que Jean-Michel Blanquer n'a pas dit qu'il était pour l'interdiction du voile dans la société. Il parle de sanctuarisation de l'école. Donc c'est différent. Et surtout, le fond du problème, c'est qu'on attend toujours la grande position d'Emmanuel Macron sur la laïcité, qui ne vient toujours pas. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est un sujet trop sensible. Mais c'est un sujet... C'est le sujet le plus sensible actuellement. Et d'ailleurs, c'est ce que disent mezza voce la plupart des responsables politiques. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à prendre ce sujet. Résultat, pardon cette expression, mais ça leur pète à la figure. C'est-à-dire que Julien Oudoul, petit responsable du Front National, du Rassemblement National, c'est pas un cadre du Rassemblement National, hein, Julien Oudoul. Hein. Il est très présent sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Mais bon, là, il fait un coup politique. Donc Julien Oudoul, c'est l'élu, le conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc il fait un coup politique. Donc il prend, Mais regardez ce qui se passe. Cette femme, il se trouve que nous, on a un journaliste qui s'appelle Nicolas Bastuc, qui connaît très très bien cette région puisqu'il vient de là, qui a essayé d'interviewer cette femme hier. Et donc il a activé, il a essayé d'avoir une interview. On lui a rétorqué que c'était pas possible d'avoir une interview. Et le soir même, il y a une interview qui est donnée par cette femme, extrêmement réécrite, on pense, et qui est en fait une interview donnée à un collectif contre l'islamophobie en France, mais qui est un collectif politique de musulmans
qui sont pour un peu radicaux et qui sont pour renforcer cette querelle au sein de la société française. Donc il y a vraiment besoin de clarifier, et en fait cette clarification politique ne peut venir que d'une seule personne, c'est Emmanuel Macron. Allez, on va passer, pardon Thierry, on va passer à la revue de presse régionale avec vous, Alexandre Poussard. Et on commence, Alex, avec Sud-Ouest. Et oui, on va de nouveau parler des départements avec le journal Sud-Ouest qui se demande pourquoi les départements ont le blues alors que s'ouvre aujourd'hui ce congrès de l'Assemblée des départements de France. Eh bien, quand on lit le journal Sud-Ouest, on comprend que ce blues s'explique par un sentiment d'abandon de l'État. Les départements ont des compétences, mais ils estiment ne pas avoir les moyens de leurs compétences. Et puis, ils sont également en rogne, on en a parlé, contre la perte de leur part de taxe foncière qui a été transférée aux communes. Un sentiment d'abandon de l'État qui se confirme également par la présence seulement de 2 ministres à ce congrès des départements. Avec Jacqueline Gourault et Jean-Michel Blanquer, le Premier ministre Édouard Philippe n'a pas souhaité s'y rendre. À la une de la Nouvelle République, c'est un sujet qui concerne les communes, la taxe foncière. Et oui, cette fois-ci, on parle des communes à la une de la Nouvelle République. Et on le voit, les taxes foncières qui ont flambé en Touraine. Alors quand on lit l'article de la Nouvelle République, on apprend qu'en 10 ans, en moyenne, dans l'agglomération de Tours, les taxes foncières des communes ont augmenté de 50%, 60%, parfois 100% dans certaines communes, une multiplication par 2 en 10 ans. Alors comment cela s'explique, cette hausse de la taxe foncière décidée par les maires? Eh bien, selon le représentant des propriétaires dans le département d'Indre-et-Loire, il y a de la part de certaines municipalités la volonté de compenser partiellement la disparition progressive de la taxe professionnelle en faisant payer les propriétaires par l'augmentation de la taxe foncière. Eh bien, on verra dans 10 ans si au final ce sont les propriétaires qui vont payer la suppression de la taxe d'habitation qui est décidée par Emmanuel Macron. Vous nous le direz ici sur ce plateau dans 10 ans, Alex. Et on parle dans Midi Libre, pour finir, taxe américaine sur le vin français. Et oui, à la une de Midi Libre, la gueule de bois des viticulteurs du Sud-Ouest avec cette décision de Donald Trump de surtaxer le vin français exporté aux États-Unis, puisque concrètement, dès demain, la France devra payer 25% de plus sur le vin qui est à destination des États-Unis. Alors, on le rappelle, cette décision avait été prise par Donald Trump en représailles à la taxe française sur les géants du numérique, la taxe Google. Et puis, rappelez-vous, à la rentrée, lors du G7 à Biarritz, où était présent Donald Trump, eh bien, une journaliste lui avait demandé pourquoi il avait bu du vin français à la table du G7, pourquoi il avait savouré du vin français, et finalement pourquoi il voulait le taxer. Et Donald Trump, à l'époque, avait répondu avec son élégance habituelle, « C'est ma femme qui aime le vin français ». Eh bien voilà, merci Alex. Avant de parler de vos journaux respectifs, messieurs, on va fêter un anniversaire. C'est celui de Ouest France. Pour ça, on va aller à Rennes, chez vous, Alexandre Poussard. Puisque Ouest France fête aujourd'hui ses 75 ans. On va en parler avec le rédacteur en chef délégué du journal. Bonjour Philippe Cochereau, merci d'être avec nous ce matin. Et Philippe Cochereau, pour fêter cet anniversaire, le fêter dignement, eh bien vous publiez un cahier spécial ce matin. Oui, bonjour. Effectivement, nous avons ce matin un cahier spécial avec le journal qui enveloppe en fait le journal du jour et qui a vocation à parler de Ouest France. C'est une occasion de prise de parole à l'occasion de cet anniversaire pour expliquer ce qu'est ce journal aujourd'hui, comment il se situe dans le paysage médiatique et de rappeler aussi sa position de premier quotidien de France et également de s'adresser très fortement à nos lecteurs à travers ce numéro. Ouest France, c'est le premier quotidien francophone au monde. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Je crois que l'édition d'aujourd'hui, c'est 1,2 million d'exemplaires. Alors oui, c'est tout à fait exceptionnel parce que ce numéro d'aujourd'hui a vocation également à être diffusé 2 fois à nos abonnés. Nous avons plus de 500 000 abonnés à Ouest France et les abonnés reçoivent 2 exemplaires afin d'offrir le 2e exemplaire à un voisin, un proche, un ami, de manière à pouvoir mettre en main le journal et faire bénéficier ce proche d'une offre d'abonnement d'1 mois gratuit. Donc c'est une opération là aussi exceptionnelle pour continuer à faire connaître le journal papier et évidemment aussi tout ce que nous faisons aujourd'hui dans l'univers du numérique. Belle opération, et pour ce cahier spécial, vous êtes allé chercher bien sûr des témoignages de personnalités qui témoignent de leur attachement à votre journal. À la fois des témoignages de lecteurs anonymes qui nous disent
quel est ce lien avec le journal? Certains sont abonnés depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui fidèle à un journal? Quel service on apporte dans le quotidien des gens? Ça nous paraissait intéressant de mettre en relief. Et puis aussi des personnalités, effectivement, qui témoignent de leur intérêt pour Ouest France, de leur soutien à notre journal. C'est le cas par exemple de Robert Badinter, qui nous rappelle fort heureusement l'engagement qu'a eu le journal lors de son combat pour l'abolition de la peine de mort au début des années 80. Et cette édition spéciale, Philippe Cochereau, ça méritait une spéciale, un bel une dont vous allez nous parler avec Tintin. Alors oui, on a invité un personnage majeur de l'univers de la bande dessinée pour illustrer cette une. Un personnage qui parle à toutes les générations, un peu comme un journal généraliste comme Ouest France. Et puis, voilà, Tintin, c'est un peu un confrère pour nous tous. Il est journaliste. Hergé lui avait attribué le métier de reporter. Et puis, il y a des liens forts avec nos régions, avec l'ouest de la France, parce que la seule aventure de Tintin qui se déroule en France et qui est vraiment située dans un lieu identifiable, c'est l'essai de boule de cristal à Saint-Nazaire. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on a tenu à mettre en relief aussi. Puis il y a le fameux tonnerre de Brest du capitaine Haddock, qu'on ne peut pas oublier quand on a lu un peu Tintin. Eh bien, merci beaucoup Philippe Cochereau. Merci d'avoir été avec nous ce matin, rédacteur en chef délégué de Ouest France. Et donc, joyeux anniversaire à Ouest France qui fête aujourd'hui ses 75 ans avec, vous l'avez compris, une édition spéciale. On va parler de vos unes maintenant, messieurs. L'Express, Thierry Dupont, c'est pas Tintin, c'est New York. Oui. Cette semaine. La ville-monde. Et on va parler peut-être de un mot sur votre papier, Les Républicains, machine à l'arrêt, dans le journal de cette semaine. Oui, on s'est intéressé, je me suis intéressé à l'état du parti dont Christian Jacob vient d'être élu président, qui est une belle endormie, puisque le parti a été un peu lessivé par les différentes défaites électorales successives depuis 2017. Et jusqu'aux européennes. Donc voilà, tout est à refaire, il faut tout réorganiser et beaucoup espèrent que Christian Jacob va s'employer fortement à cette tâche. Vous, Jérôme Cordelier, en une du point, c'est Salvini. Salvini, le grand entretien. Oui, on a eu un entretien exclusif, c'est Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction, qui a fait ça. Donc c'est 10 pages. Très intéressant parce que actuellement Salvini c'est quand même le chef des populistes en Europe, si on peut dire, même s'il n'est plus que sénateur. Mais il est en train d'organiser un peu une reconquête du pouvoir à la Mussolini, c'est ce qui se dit un peu dans l'entretien. C'est un peu dans la tête de Salvini, donc c'est absolument passionnant parce qu'on voit ce qu'il essaye de mettre en œuvre et puis ensuite on voit un peu quels sont les ressorts. Ressort assez trumpiste, comme le dit Luc de Barrochet, notre éditorialiste diplomatique à la une du point.fr. C'est vrai qu'on sent bien que l'objectif de Salvini, c'est un peu... la stratégie, en tout cas, est collée sur celle du président actuel des États-Unis. Et puis, il y a un papier sur les réformes. Macron a-t-il la trouille? C'est la question que vous posez dans le point. Voilà, c'est un papier de Marc Vigneault, qui est le grand expert des finances publiques. Il adore décortiquer tous les rapports. Et puis, surtout, il les rend intelligibles et pédagogiques. Et c'est vrai que essentiellement sur la réforme des retraites, mais on voit bien que le pouvoir a encore des problèmes à passer un petit peu à la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, il le paye d'une certaine manière, parce qu'on le voit dans notre baromètre, vous savez qu'on fait tous les mois avec l'Institut Ipsos sur les personnalités politiques, et on voit que Macron et Philippe baissent. Macron baisse de 3 points. C'est la première fois depuis novembre 2018. Voilà, depuis novembre 2018, il montait, il a pris plus 16 points depuis novembre 2018. Le mois dernier, il avait pris 5 points supplémentaires. Et là, on voit qu'il marque un coup d'arrêt. Il marque un coup d'arrêt chez les jeunes, chez les Verts. Et donc, il paye d'une certaine manière l'effet retard dans la réaction par rapport à la catastrophe de l'usine Lubrizol de Rouen, qui n'a pas été bien... géré par l'exécutif. Et donc, voilà. C'est Jean-Yves Le Drian qui s'en sort bien dans ce baromètre. Jean-Yves Le Drian, c'est le poids lourd du gouvernement. Troisième personnalité la plus populaire après Nicolas Hulot et Jacques Lang. Et loin devant le ministre suivant, qui est Bruno Le Maire, qui grimpe aussi, puisqu'il arrive à piquer la place de Marlène Schiappa. Et il est en 18e position. Mais c'est vrai que Jean-Yves Le Drian paraît comme ce qu'il est, c'est-à-dire le menhir breton.
L'alternative. Que des Bretons aujourd'hui. Et un mot sur Maire de France, Xavier Brivet, on a parlé de la colère des élus. Double page, entretien avec André Léniel, le premier vice-président délégué, en colère. Oui, qui est en colère, tout comme le président François Baroin. Donc j'ai rappelé tout à l'heure leurs attentes en matière de décentralisation et de finances locales. Et il y a aussi un dossier sur les intentions des maires de se représenter. On sait qu'avant l'été, un maire sur deux hésitait. On aura dans quelques semaines une nouvelle enquête qui permettra à 6 mois du scrutin municipal de voir qui compte se représenter. Nous avons fait une enquête de terrain auprès d'une trentaine d'élus locaux. Et on voit bien qu'il y a 3 catégories encore aujourd'hui, ceux qui y vont, ceux qui s'interrogent et ceux qui renoncent. Et ce dossier permet de voir toute la difficulté. Et on en parlera puisque c'est le numéro du mois d'octobre de Maire de France. Merci messieurs d'avoir été avec nous. À partir de 11h, vous pouvez suivre en direct de Bourges le début du congrès des départements de France. Débat de politique générale avec notamment Gérard Larcher. Ce sera à suivre avec Pierre-Henri Gergonne. Nous on se retrouve demain. L'invité politique Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. On vous attend demain. Très bonne journée. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le